Et voilà pour ce film de Daniel Grand-Clément, Le Printemps noir. Alors, quelle est la situation de cette minorité copte en Égypte? Y a-t-il une volonté hégémonique des frères musulmans au pouvoir au détriment des minorités religieuses? Une dictature religieuse serait-elle en passe de succéder à la dictature politique de Moubarak? Eh bien, autant de questions dont on va parler avec mes invités. Avec Jean Maher, vous êtes président de l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme et vous êtes représentant de différentes associations coptes en France. Et vous êtes copte vous-même. Je suis copte. En face de vous, Bernard Héberger, vous êtes historien, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste des chrétiens d'Orient. Et vous nous direz un petit peu ce que vous avez pensé du film. Robert Solé, vous êtes journaliste, écrivain, égyptien aussi vous-même, copte aussi, mais pas orthodoxe. Pas copte, chrétien, mais pas copte. Pas copte, d'accord. Et puis il y a Qatar Abou Diab, professeur de géopolitique à l'université de Paris 11, qui va nous rejoindre. Mais on va commencer avec vous, Daniel Grand-Clément, sur ce film, parce que c'est un sujet, comment dire, pointu. Vous l'avez découvert comment? Enfin, comment vous avez été amené à vous intéresser à la situation des Coptes d'Égypte? Ça, c'est lors d'un voyage en Égypte. J'ai fait connaissance avec des Coptes qui m'ont parlé de leur situation, qui m'ont baladé dans les églises, qui étaient quasiment des églises retranchées, qui étaient protégées par des militaires. Et donc, je me suis intéressé à ce problème-là. Mais ça, il y a des années. Avant la Révolution? C'est ça, avant. Et j'y suis retourné peut-être 5-6 fois. Et j'ai suivi tous les événements donc, qui se sont déroulés depuis janvier 2011. Donc vous avez été témoin d'exactions ou de pas menaces? D'exactions, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai été témoin d'abord des manifestations des Coptes qui luttaient contre ce qui se passait. Et on m'a communiqué un certain nombre de films, même des heures et des heures de films tournés avec des téléphones portable. Et donc, j'ai essayé d'utiliser ces images pour raconter exactement les événements tels qu'ils se sont passés d'une manière très neutre. Films, alors ils montrent les manifestations, parce que dans chaque manifestation, tous les gens avaient des téléphones et filmaient. Et donc, il y a des quantités d'images sur ce qui s'est passé depuis janvier 2011. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Comment est-ce que les Coptes vous présentent leurs difficultés dans l'Égypte d'aujourd'hui? Et dans l'Égypte d'avant la Révolution, d'ailleurs, puisque ça a commencé bien avant. Alors qu'ils ont le sentiment d'abord d'être isolés et d'avoir contre eux une partie de la population, seulement une partie. Mais le plus surprenant, c'est quand même les images des militaires qui font sur la foule. Je veux dire que je regarde ces images sans cesse et j'arrive pas à m'y habituer. Et effectivement, on ne comprend pas ce qui s'est passé cette nuit-là et pourquoi 27 ou 28 personnes ont été écrasées. Et votre lecture, vous, des événements, c'est quoi? Votre lecture à vous, votre compréhension à vous de ces événements-là et du sort qu'il fait aux Coptes aujourd'hui en Égypte? Ma lecture, c'est assez difficile. Quelle lecture? Eh bien, c'est qu'ils sont dans une situation difficile, pas aussi terrible qu'on pourrait l'imaginer, parce que je pense qu'il y a une grande part de la population égyptienne qui est favorable à une bonne entente avec les Coptes. Je pense que les Coptes eux-mêmes, pour une partie d'entre eux, sont des gens qui ne sont pas faciles à manier, contrairement à ce qu'ils m'ont montré. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir des solutions, il peut y avoir un apaisement un jour. Je pense qu'un des problèmes fondamentaux, c'est celui des jeunes femmes qui sont enlevées. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment enlevées? Qu'on voit dans votre film, voilà, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont enlevées? Est-ce qu'elles partent d'elles-mêmes? Je n'ai pas pu le vérifier, mais effectivement, c'est un des points d'achoppement très durs qu'il y a actuellement entre les communautés. Entre ce qu'était la situation des Coptes avant la Révolution et ce qu'elle est depuis? Elle est, paraît-il, moins bonne aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Il est probable qu'auparavant, il y avait une sorte d'entente, de soutien de la part du gouvernement pour les Coptes, qui n'existe plus aujourd'hui, qui apparemment existe en tout cas moins, et donc la situation est moins bonne. Et d'ailleurs, il y a plus de morts aujourd'hui qu'il y en avait auparavant. Parce que quoi? Parce qu'on reproche aux Coptes d'avoir été trop proches, si je puis dire, du pouvoir de Moubarak Oui, puis en plus, on leur reproche de ne pas être musulmans, quoi, je crois, globalement. C'est le vice initial et le plus important. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du film, Robert Solé? Mais écoutez, ce film est riche, il apporte beaucoup de choses, il souligne, alors on peut discuter de certains détails bien sûr, ce qui me paraît important d'abord c'est de bien montrer que les Coptes sont égyptiens, ce n'est pas un produit de la colonisation. L'Égypte était chrétienne avant d'être musulmane, c'est bien souligné. L'autre chose importante c'est qu'ils appartiennent à toutes les couches de la société. On a surtout vu des pauvres dans ce film, et même des très pauvres, c'est vrai, mais il y a aussi une bourgeoisie copte, il y a une grande bourgeoisie copte. Ce ne sont pas seulement des victimes, ce sont des acteurs de la société égyptienne, ça c'est important. Et la troisième chose qui apparaît dans le film, et qui est importante, c'est cette discrimination. C'est-à-dire qu'en Égypte, officiellement, et selon la Constitution, tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur religion. Mais la même Constitution dit que l'Égypte est un État musulman. La même Constitution dit que la charia est la source principale de la législation. Ce qui la Constitution d'aujourd'hui. D'hier et d'aujourd'hui. D'hier aussi.
ça remonte à sa date, ça remonte aux années 1970. Il y a là une contradiction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être des citoyens égaux d'une part et être soumis à la charia d'autre part. Mais dans la pratique, et je pense que le film le montre aussi, il y a des discriminations de fait, c'est-à-dire que les Coptes n'accèdent pas à certains postes de recteurs d'université, de généraux, principaux généraux de l'armée, gouverneurs, etc. Ce qui est dénoncé dans le film, à un moment donné, par un copte, on repassera, je crois, cet extrait-là, mais il y a cette volonté-là, effectivement, de marginaliser cette communauté copte. Enfin, c'est pas une volonté de marginaliser, c'est un vieux problème, si vous voulez. C'est un vieux problème, c'est une non-acceptation, si vous voulez, de la part de certains musulmans. Il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui, l'Égypte n'est pas coupée entre chrétiens d'un côté et musulmans de l'autre. Si l'Égypte est coupée en deux aujourd'hui, elle est coupée entre ce qu'on appelle les islamistes, qui veulent islamiser toutes les institutions du pays, et ceux qui réclament un État, je ne dirais pas laïque, parce que ce mot en Égypte n'a pas de sens, mais un État civil. Voilà. C'est ça la vraie coupure aujourd'hui en Égypte. Les islamistes qui sont au pouvoir. Alors, les islamistes sont au pouvoir, et face à eux, vous avez donc un camp qui refuse un État religieux. Et les salafistes qui sont au pouvoir. Vous disiez avant l'émission que bon, le film, moyen, c'est pas trop aimé. Oui, Robert Solé vient de donner un certain nombre d'éléments qui posent bien la question. Disons, par rapport au film, je pense que on voit une très grande insécurité des Coptes, une crainte aussi qui est tout à fait justifiée. Les préjugés des musulmans contre les Coptes sont anciens. Le cheikh Tartawi, qui est un grand admirateur de la France au XIXe siècle, dit que les Coptes sont sales, ignorants et superstitieux. Donc voilà, je ne veux pas du tout nier ça, mais je pense qu'il y a un contexte général en Égypte où personne ne se sent en sécurité, et une montée de la violence, une montée du désordre qui touche les Coptes, mais qui touche aussi les autres. Dans le film, on voit des images de violence, mais on pourrait prendre aussi des images de Port Saïd, où il y a eu de la violence et qui ne concernait que des musulmans. Il n'y avait pas de Coptes mêlés. Vous dites qu'il n'y a pas un dessin diabolique, si je puis dire, en direction des Coptes. Alors, une caractéristique de l'Égypte, c'est de croire qu'il y a des complots. Donc, moi, je me méfie un peu des théories du complot. Et je ne nie pas du tout les problèmes qu'il y a en Égypte, mais je sais aussi qu'il y a des islamistes radicaux qui en ont contre les chrétiens, mais ouais. je pense que de façon globale, il y a la question de l'état de droit, du respect de la loi, de l'union aussi, disons, des citoyens autour d'un certain nombre de choses. Un mot quand même sur le point que ne vous a pas plu dans le film, si on a un, puisque après Daniel Grand-Clément ne sera plus là, donc voilà, il pourra répondre s'il y a lieu. Alors peut-être ce que je reproche surtout au film, c'est de ne pas montrer la dynamique interne à la communauté copte. Donc de ne pas montrer un phénomène très important qu'on appelle le renouveau copte depuis le patriarche Cyril VI, depuis l'époque de Nasser. Donc il y a une montée de la religiosité, une religiosité qui est très étonnante pour nous parce que il y a énormément de miracles, énormément d'émotions, ça on le voit un peu dans le film. Et il y a aussi une emprise. Les Coptes eux-mêmes se radicalisent dans leur pratique. Je crois qu'il y a une radicalisation religieuse des Coptes et il y a aussi une emprise plus forte du clergé sur la communauté copte. Et se marginalise un petit peu au sein de la société. Et d'ailleurs, le nouveau patriarche a invité les Coptes à être moins repliés sur l'Église et à participer plus à la société civile, ce qui est une critique de Shenouda III en quelque sorte. Non, je ne dis pas le contraire. Le contraire. Voilà, bon. Tout va bien. Jean Maher, sur le film. Écoutez, moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est qu'il a montré un peu la réalité. Ce qui se passe. Quand il a montré à Mokattam, les pauvres, où il y avait Sœur Emmanuel, et sous prétexte de la grippe porcine, ils ont tué tous les cochons. Tous les porcs d'Égypte ont disparu, alors que ça fait 14 siècles qu'ils y sont. Et donc ça, c'était déjà en 2009 une décision politique. Et c'était le début vraiment de l'attaque claire contre les Coptes. Déguisé sous prétexte de grippe porcine. les porcs, l'Égypte c'est s'en prendre au particularisme
coptes dans une société musulmane. Voilà. C'est ça que vous dites. Et les plus pauvres, donc Et aux appauvrir plus les pauvres qui se pauvres. nourrissent de porc. Et puis surtout, les us et coutumes. C'est-à-dire que les chrétiens commercialisaient, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui mangeaient du porc, personne ne leur Donc disait on rien. touche à l'économie. Donc ça touche à l'économie et ça touche aux coutumes chrétiennes. Donc vous êtes dans un pays, hein, ça ne se dit pas, mais derrière tout ça, vous êtes dans un pays islamique, vous ne mangerez pas de cochon dans un pays islamique. Alors ils ont dit partout, hein, on va remettre des fermes parce que là c'était pas hygiénique, il y a un problème de santé, on va faire des fermes modernes. Il n'y a plus de Il y cochons en plus Égypte rien. aujourd'hui. Il n'y en a plus. Enfin, plus de cochons produits Voilà. en Égypte. Et toutes les histoires sont comme ça. C'est toujours des déguisements et des choses fausses. Puis après, on va enchaîner. Hein. Oui, c'est vrai, donc, cette histoire de porc, il n'y avait aucune justification du point de vue de la santé à l'élimination des porcs, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une économie du déchet au Caire, un modèle économique du déchet au Caire géré par les Coptes qui marchait très bien. Les attaques de Moubarak ont commencé avant l'histoire des porcs, puisqu'il a introduit des sociétés européennes avec un système moderne de ramassage des ordures qui combattaient ce système économique qui lui échappait et qui ne lui rapportait pas de rente. Donc, d'une certaine façon, l'épisode des porcs est un deuxième épisode d'une volonté d'enlever le marché du déchet aux Coptes qui avaient une organisation qui pouvait très bien se justifier économiquement, mais qui contredisait directement à une communauté. Il y a évidemment l'argument s'attaquer au porc, c'est un argument évidemment qui a une connotation religieuse. Je ne pense pas que ce soit une tradition des Coptes d'élever des porcs et de manger des porcs. En général, les chrétiens d'Orient eux-mêmes ne mangeaient jamais de porc. Il y a plein d'exemplaires. Il n'y a pas que Mokatam et les pauvres, parce qu'il y avait des fermes Alors, dans lesquelles travaillaient des musulmans. Oui. Et ces fermes-là ont disparu, ils ont fermé. Donc on est bien d'accord, il y Donc, avait c'est un pas modèle seulement les économique pauvres. qui a été attaqué, mais ce qui correspond à l'ambiance libérale et mafieuse de Moubarak et à sa volonté d'enrichir ses amis, etc. On revoit un petit extrait du film. Un mot peut-être, Léon Clément, avant de nous quitter, parce qu'on va switcher, si je puis dire, sur une image qui vous reste de ce film, je sais pas ce qu'était votre volonté en faisant ce film-là. Vous vouliez faire quoi? Attirer l'attention sur informer, tout bêtement, cette communauté-là. tout simplement, c'est le montrer. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas d'accuser ni les musulmans ni de défendre les Coptes. Et voilà ce qui se passe actuellement, ce qu'on ne sait pas forcément. Voilà ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas en Europe. Alors on revient sur un extrait. Là, on est place Tahrir, on est au moment de la Révolution, et il y a cette espèce d'union sacrée dans le but de renverser Moubarak. On écoute. Il n'y a pas de musulmans, pas de chrétiens, pas de socialistes, pas de religieux. Il n'y a ici que des Égyptiens, seulement des Égyptiens. Que des Égyptiens et uniquement des Égyptiens. Monsieur Qatar Abou Diab nous a rejoint pendant ce court extrait. Vous êtes consultant géopolitique et enseignant à l'Université de Paris 11. Un mot peut-être sur le film que vous avez vu, puis on va parler de cette révolution et des malentendus peut-être qu'elle comportait. C'est un documentaire assez intéressant pour refléter une partie de la réalité de l'Égypte d'aujourd'hui et de la réalité des Coptes. Le titre me choque un peu car c'est d'aller très loin dans le pessimisme. Le printemps noir. D'aller très loin de... Moi, je suis contre cette nomination avec les saisons. C'est pas ni printemps arabe, ni hiver islamiste, ni printemps noir des chrétiens. L'hiver islamiste, on en parle beaucoup maintenant. Il faut rester plus mesuré face à ces grandes nominations. Mais d'autre part, il faut insister sur une chose. L'Égypte, comme elle a dit M. Solé, avant qu'elle soit une terre de l'islam, c'est une terre des chrétiens. Mais surtout, le nom de l'Égypte vient des Coptes. C'est-à-dire, entre l'Égypte et les Coptes, c'est leur territoire, leur patrie, et pour cela, donc, c'est une relation charnelle. Et ça, c'est pas mis en cause aujourd'hui. Écoutez, je pense que, quoi qu'il en soit, lorsqu'on voit la démographie copte, comment les Coptes sont partout en Égypte, comment ils sont insérés, comment il y a les pauvres. On a montré aujourd'hui dans ce film les pauvres, mais il y a aussi des grandes réussites dans la bourgeoisie copte. On ne l'a pas montré. On n'a pas montré Sinaï. Je pense que c'est l'un des manques de ces documentaires intéressants. Mais sinon, je pense, malgré la radicalisation d'un côté de l'islam, malgré aussi plus de particularisme poussé chez une partie des Coptes, il y a toujours
maintenant, au moins, avec la fin du despotisme, il y a un espoir de naître une Égypte citoyenne. Ce ne serait pas un chemin facile, ce serait un chemin semé d'embûches, mais je pense, j'ai la confiance qu'un jour, on aura une Égypte meilleure. On va en parler après. Revenons un temps sur cette révolution, sur ce dont elle était porteuse et sur des malentendus peut-être qui éclosent aujourd'hui, qu'on voit apparaître aujourd'hui. Quand ce manifestant dit ici, il n'y a pas de coptes, de musulmans, de je ne sais pas quoi, de chrétiens, il n'y a que des Égyptiens. C'était l'idée. Est-ce que ça, aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est plus tout à fait vrai? Oui, parce qu'il Est-ce qu'il y a eu confiscation de la Révolution, pour faire simple? Oui, c'est qu'il y a une contradiction. Pendant Moubarak a été chassé du pouvoir en 18 jours. Pendant ces 18 jours, on a assisté d'une part à une sorte, de la part des opposants, à une sorte d'union nationale, c'est-à-dire riches et pauvres, chrétiens, musulmans, hommes, femmes. Tous contre Moubarak. Ceux qui étaient contre Moubarak, et sans distinction, y compris les femmes, femmes voilées, femmes non voilées. Il y avait une sorte d'union nationale à ce moment-là, pendant 18 jours. Et pendant ces 18 jours, il n'y avait pas d'idéologie. Ce n'est pas au nom de l'islam, ce n'est pas au nom du socialisme qu'on chassait Moubarak, c'était pour la liberté, contre la corruption, contre la torture, etc. Ce qui s'est passé ensuite, après la chute de Moubarak, c'est une inversion de ces aspects-là, si vous voulez. Une des inversions, par exemple, pendant ces 18 jours, vous avez assisté à du civisme, une Égypte civique, une Égypte ordonnée, sans aucun conflit confessionnel, notamment. Et depuis la chute de Moubarak, c'est un peu comme un gant retourné. On a l'impression que tous les mauvais côtés ressurgissent, et au grand jour, c'est-à-dire l'idéologie, on n'arrête pas de parler d'islamisme, l'insécurité, l'incivisme, les conflits confessionnels, le désordre, etc. Donc on assiste un petit peu, comme vous avez parlé, une confiscation de la religion, une trahison, en quelque sorte. Les gens qui ont déclenché ce soulèvement se sentent trahis. Par trahis. Les islamistes. Pour faire D'abord, court. ils ont eu le sentiment d'être trahis par l'armée. Ils s'étaient tournés contre la police vers l'armée, ils ont été trahis par l'armée. Ensuite, ils ont eu l'impression d'être trahis par les islamistes qui s'étaient engagés en cours de route dans le mouvement et qui ont confisqué le pouvoir. Au départ. Hein. Et qui ont confisqué le pouvoir. Bernard Héberger, confiscation ou pas de cette révolution par un pouvoir islamiste, par les islamistes? Bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais je pense que le jeu n'est pas fini, que l'histoire n'est pas écrite et que le ras-le-bol contre les islamistes se manifeste aussi et peut encore se manifester. Aujourd'hui, en ce moment, en Égypte. Oui, il y a des gens qui combattent encore pour la société civile, pour un autre modèle de pouvoir, etc. Il y a les recours devant les tribunaux contre les procédures constitutionnelles, etc. Donc le camp qu'on peut appeler laïque n'a pas encore rendu les armes en Égypte. Et d'autre part, il y a toute cette agitation sur Internet, sur Twitter. Le réalisateur disait qu'il y avait beaucoup d'images enregistrées sur des téléphones portables. Ça fait longtemps qu'il y a plein de choses qui circulent sur les téléphones portables et qui provoquent des émotions. Il y a une mobilisation qui continue en Égypte aujourd'hui à travers des manifestations, pas tellement. À travers quoi? Alors à travers une mobilisation citoyenne, comme on dirait en Europe? Oui, bon, je crois qu'il y a toujours des associations et des gens engagés sur ce terrain-là et que la bataille n'est pas finie. Bon, l'Égypte est un grand pays, on se concentre beaucoup sur le Caire. On n'a pas dit, on a dit qu'il y avait des Coptes pauvres et des Coptes riches, mais il faut aussi dire qu'il y a des Coptes ruraux en Haute-Égypte. Il y a encore ce sont les seuls chrétiens du Proche-Orient qui peuvent encore être authentiquement ruraux et vivre dans la campagne. Avant de revenir aux Coptes, un mot peut-être sur justement ce dont vous parliez, ces institutions, où on en est aujourd'hui en Égypte. Il y a eu des élections, il y a eu l'arrivée au pouvoir des frères musulmans et des salafistes, il y a eu un président qui a été élu, etc., etc. Une constituante, une constitution, je résume, hein, vous me dites si je dis des bêtises, qui est invalidée après par la Haute Cour constitutionnelle, qui considère que les élections n'ont pas été faites sur la base d'une loi constitutionnelle qui était juste. Je crois. Hein. Bon, donc, l'Assemblée a été dissoute, les élections ont été reportées, et on en est là aujourd'hui. Il n'y a plus
Il n'y a plus de pouvoir, enfin ici il y a un pouvoir, mais on est dans une période un petit peu d'attente et de transition, on est quoi? Absolument. Les élections parlementaires, c'est-à-dire le Parlement qui a été dissous, il y aura des élections en principe au mois d'octobre. Mais de toute façon, après la Révolution, il n'y avait ni Parlement, ni Sénat, ni Constitution, il n'y avait rien. Et j'aime bien le mot confiscation de la Révolution. Les belles images qu'a montré Daniel Grand-Clément dans son film, c'est une réalité. C'est-à-dire à la Révolution, musulmans et chrétiens main dans la main. Et de façon tout à fait, je dirais, spontanée. Ce n'était pas programmé. Il y avait de belles images où les musulmans priaient et symboliquement les chrétiens les protégeaient et inversement. Donc ces belles images démontraient la vraie, je dirais, le vrai esprit de la population égyptienne qui est vraiment la majorité des Égyptiens. Ils ne sont pas fanatiques. Il y a une partie qu'on appelle les islamistes, donc avec un courant wahhabiste qui vient d'Arabie. C'est quoi la proportion? Vous disiez, il n'y a pas les musulmans contre les chrétiens. Il y a des islamistes qui imposent une loi éventuellement, qui cherchent à l'imposer. Mais c'est quoi la proportion de ces islamistes? C'est 5-6 millions, je dirais, maximum. Sur un pays de 80-90 millions, il y a un maximum de 5-6 millions. D'islamistes entre les frères musulmans et les salafistes. Et là, je reviens quand même au nombre des Coptes. Parce que si on parle des solutions, là, on dit, voilà, il y a des faits. On constate la discrimination, la persécution, l'humiliation, la marginalisation, le kidnapping des filles. Bon, il y a des faits et on le voit. Maintenant, quel est l'avenir après cette révolution? Est-ce que Morsi va bouger? L'avenir, c'est quoi? Je pense qu'une première étape, puisqu'on parlait de notes de chiffres, une première étape, combien de Coptes y a-t-il en Égypte? Qui sont-ils? D'où ils viennent? Comme disait Robert Solé. On dit... Descendants des pharaons, c'est des gens, c'est leur pays. 10% de la population? Non, non. Aujourd'hui, des musulmans et l'Église, moi je retiens le chiffre du pape Shenouda à la télévision, il y a un minimum de 12 millions. Et ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Alors, le pape Shenouda, c'est la haute autorité. C'est la haute autorité des Coptes. Et je retiens également un Nabil Sharafeddin qui est musulman, qui est ancien policier et qui a... Alors vous dites 12 millions. Lui, il a dit, les Coptes, vous êtes 17. C'est moi, 12 millions. Voilà. Il y a une bataille de chiffres. Il y a toujours en Orient des batailles de chiffres, des statistiques. Quoi que l'on soit, le fait que les Coptes sont fondateurs, lorsqu'on est fondateur, ce n'est pas une histoire de majorité numérique. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Moi, le mot minorité me gêne. Ce sont des composantes, et des composantes essentielles. Et là, c'est un problème qui touche maintenant tout l'Orient avec ces mouvements de transition. Il faut insister sur le passage d'une minorité, de la protection des minorités, à l'action d'une composante et à l'insertion citoyenne. Moi, je disais toujours, au début de ces mouvements... Vous pensez qu'on a tort de la percevoir comme une espèce de minorité qui serait menacée par les islamistes? C'est une composante à part égale de la société égyptienne. Ce n'est pas nécessaire qu'elle soit à part égale, mais c'est une composante qui doit être insérée, qui doit prendre ses droits. À mon avis, la victimisation pour la victimisation ne règle pas le problème. Il faut agir pour arriver à ces cas citoyens. On parlait tout à l'heure d'exactions, hein, de choses assez étonnantes. Moi, je ne savais pas que les femmes pouvaient être éventuellement enlevées, vous nous direz, c'est vrai, par des islamistes, des filles ou des femmes de la population copte. Revenons sur ces accusations qui sont portées donc dans ce documentaire. Combien de jeunes femmes ont été enlevées? Depuis la Révolution ou avant? Depuis la Révolution. Depuis la Révolution, environ 50. Et vous savez qui les a kidnappés? Do you know who are the kidnappers? They were kidnapped. Yes, but by who? By the Islamic groups. Which one? Lesquels? Des salafistes. Ce sont quelques-unes des jeunes filles elles-mêmes qui ont pu leur échapper, qui nous ont dit qu'elles ont été kidnappées et qu'elles ont été retenues dans des maisons loin du Caire, près de la ville d'Alexandrie, et même quelques-unes à l'extérieur de l'Égypte. Elles nous ont dit qu'elles étaient maintenues là-bas par des salafistes. Jean Maher, avant l'émission, vous me disiez éventuellement 10 000 femmes enlevées comme ça? Plusieurs dizaines de milliers de femmes. Plusieurs dizaines de milliers de femmes? Plusieurs dizaines de milliers de femmes coptes, de filles, et surtout aujourd'hui, après la Révolution, des filles mineures.
qu'on enlève, qu'on islamise, qu'on marie de force et qu'on interdit de voir à toujours leurs parents. C'est-à-dire, c'est de l'esclavage. Alors, et c'est un plan mûrement réfléchi, concerté. Absolument. Les gens sont payés. C'est comme ça que vous le dites. Les gens sont payés pour ça. On parle de 30 000, 50 000 $ pour une fille copte pour double raison. Humilier les coptes, évidemment, parce que les gens, les musulmans autour de la famille vont dire, écoutez, votre fille, elle est partie, laissez-moi terminer s'il vous plaît, elle a terminé, elle est allée de son propre gré. Les coptes autour d'elle, ils disent, vous n'avez pas bien fait attention à protéger votre fille. Donc c'est un plan d'humiliation de la communauté. Deuxième but et deuxième objectif, plus on enlève de ventre, plus on diminue la suite copte, puisque automatiquement... Sur ces chiffres, plusieurs dizaines de milliers de femmes, j'avoue que moi, je ne connaissais pas ça. Quand j'ai découvert ça dans le film, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Ça nous renvoie quand même à des pratiques quand même assez très anciennes. Il y a une guerre des femmes, on enlève les femmes? C'est quand même très difficile d'avoir des éléments objectifs sur cette question. Il y a les associations coptes qui présentent le dossier sous un certain angle, quand on regarde les éléments. Il y a un livre d'Edgar Morin des années 60 sur la rumeur d'Orléans, sur l'enlèvement des femmes dans les supermarchés d'Orléans. Bon. Donc, on est quand même beaucoup aussi du côté de la rumeur, et il y a quand même un autre problème, c'est... Vous dites quoi? Que ce serait quelques actes certes vérifiés, mais qui seraient amplifiés après par une parano, Je pense qu'il y a une amplification, et je pense aussi qu'il faut poser une autre question, c'est la place des femmes dans la société copte, et la place d'une fille dans la société copte. Qu'est-ce qu'elle a comme liberté de sortie, de rencontre de garçons, comment on lui choisit son mari, enfin toutes ces questions-là sont des questions importantes, et il y a une question essentielle qui a d'ailleurs provoqué de la contestation du patriarche Shenouda, c'est la question du divorce aussi. Donc une femme malheureuse en mariage n'a pas de solution. Alors il y a un cas célèbre dans le... Sous-entendez là-dedans. Est-ce que ça veut dire qu'il est de bon ton de les enlever pour les soustraire à un régime matrimonial qui serait difficile, ou est-ce que ça veut dire qu'elle-même se sauve parce que les conditions qu'il aurait faites chez les coptes n'est pas je veux dire qu'une fille qui veut échapper au poids de sa famille, la famille va présenter ça comme un enlèvement. Donc, parce que la situation des femmes, donc la question de la famille, la question du mariage, du divorce, c'est une question très importante et qui provoque des tensions à l'intérieur de la communauté copte. Si vous le permettez, je voudrais que je vous ramène à la référence de Michel Clark, qui est professeur dans une université américaine, qui a passé des mois en Égypte, qui a interviewé les familles et des filles qui ont réussi à s'échapper. Vous avez CSI, Christian Solidarity International, ça a été présenté à Washington devant le Congrès américain, et là, vous avez trois rapports, 2009, 2010, 2011. Je vous demande de lire ce rapport et vous allez voir la vérité sur cette affaire. Robert Solé, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une sorte de plan comme ça concerté pour s'en prendre aux femmes coptes, pour mathématiquement, effectivement, diminuer la population copte? Moi, je me méfie des chiffres, simplement, parce que là, on a entendu un avocat copte dans le film dire depuis la Révolution, il y a eu 50 enlèvements. Jean Maher nous parle de plusieurs dizaines de milliers d'enlèvements depuis un peu plus longtemps. 15 ans, oui. Je ne veux pas qu'il y ait des enlèvements, certainement, qu'il y ait un plan de la part de certains extrémistes, très probablement, pas du pouvoir. D'extrémistes qui enlèveraient des femmes, qui enlèveraient des femmes pour diverses raisons, pour les convertir, ce qui n'empêche pas un problème beaucoup plus complexe, qui est effectivement la question du mariage en Égypte. On ne se marie pas entre chrétiens et musulmans. D'abord, ça n'existe pas. Non. D'abord, un chrétien n'a pas le droit d'épouser une musulmane. Là, il y a depuis très longtemps, d'ailleurs, une discrimination. Un chrétien ne peut pas épouser une musulmane. Mais un musulman peut épouser une chrétienne. D'accord. D'accord. Un chrétien peut se convertir à l'islam. Un musulman n'a pas le droit de se convertir au christianisme. C'est ça la véritable question. Derrière ces problèmes, c'est vrai, c'est un problème
Je n'ai pas d'éléments concrets pour parler des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers. Je pense que c'est à l'État égyptien de répondre clairement si un jour on aura un État de droit. Mais entre-temps, le véritable problème, c'est la conversion. Et dans cette histoire de conversion, logiquement parlant, avec la démographie galopante des musulmans, quoi qu'il en soit, je pense que s'ils font des plans comme ça concrets, c'est pas avec ces moyens ils peuvent. Donc ils n'ont pas de problème. Voilà, ils n'ont pas un problème démographique. Mais d'autre part, c'est le problème de la conversion. C'est ça, à mon avis, cette tentative de vouloir convertir tout le monde et de ne pas accepter les autres. Voilà, il y a un problème. Et ça, c'est un problème de fond. Ça serait une version assez poussée du prosélytisme. Exactement, exactement. Un problème de fond entre islam et christianisme, le problème de la reconnaissance de l'un de l'autre, le problème de la conversion. Car l'islam en tant que tel reconnaît le judaïsme et le christianisme comme des religions intermédiaires. Des religions, oui. Mais le fait que l'islam est venu le dernier, il n'est pas reconnu. Il y a cette frustration, mais il y a cette course, à mon avis. Lorsqu'on voit en Afrique comment on cherche à convertir le pauvre africain par tous les moyens de toutes les communautés, on comprend bien, au lieu que la religion soit un moyen social, un ascenseur pour plus de valeurs, c'est plutôt, comme disait un jour un certain Karl Marx, un opium du peuple. Alors, on va écouter aussi un témoignage, toujours dans le film de Daniel Grand-Clément, sur ces mesures discriminatoires dont seraient ou sont victimes les Coptes. Jusqu'à maintenant, M. Morsi nous dit des choses très rassurantes. Mais actuellement, rien n'est fait. Par exemple, jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de loi qui autorise les chrétiens à construire des églises. Jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un ministre copte sur 34 ministres. Il n'y a aucun gouverneur copte sur les 27 gouverneurs que compte la République. Il n'y a aucun directeur d'université copte sur les 24 universités que compte l'Égypte. Jusqu'à maintenant, Morsi n'a fait aucun pas pour juger ceux qui ont détruit les églises ou ceux qui ont tué les manifestants coptes à Maspero. Alors, de mon point de vue, la situation est très mauvaise. Beaucoup plus mauvaise que du temps du régime de Moubarak. Du temps de Moubarak, elle n'était pas bonne. Mais du temps de Morsi, elle est encore plus mauvaise. On va revenir sur ce qu'il dit là, mais un mot justement sur les Coptes sous Moubarak. Est-ce qu'effectivement, sous Moubarak, ils ont été beaucoup plus en cours, si je puis dire, qu'ils ne le sont aujourd'hui avec les islamistes au pouvoir? Les islamistes au pouvoir, c'est quoi? Parce qu'on est en pleine confusion institutionnelle aujourd'hui. Il n'y a pas de pouvoir en Égypte. Il y a un État qui est disloqué complètement. Vous avez un pouvoir exécutif qui est en effet détenu par les islamistes, un pouvoir législatif qui en principe est islamiste mais qui vient d'être invalidé par la justice, et une justice qui se rebelle contre le pouvoir qui veut l'éliminer. Vous êtes en pleine confusion institutionnelle. Il n'y a pas d'État aujourd'hui. Intermédiaire, il n'y a pas de Coptes, visiblement. Non, mais c'était le cas déjà. Pareil, toutes ces discriminations existaient déjà avant. Si vous voulez, moi ce que je trouve de nouveau par rapport à Moubarak, l'époque Moubarak, aujourd'hui, Moubarak c'était un régime autoritaire. Un régime autoritaire. Aujourd'hui, vous avez un régime qui tend à devenir totalitaire. Mais avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'expriment. Les gens ont pris la parole. Et les Coptes, notamment, sont descendus dans la rue. On les a vus dans le film. Passée par là. Mais la révolution est passée par là. La révolution, si vous voulez. La parole s'est libérée. Vous avez vu des Coptes manifester violemment, sans prendre même aux forces de l'ordre quand elles sont attaquées, etc. Ça, c'est des choses, c'est nouveau. Et ça, c'est peut-être la seule chose positive actuellement, si vous voulez, c'est cette prise de parole et il n'y a plus de tabou. Donc tu aurais une dérive du pouvoir vers, je ne dirais pas une dictature religieuse, mais en tout cas un régime autoritaire religieux? On peut dire ça? Mais il y avait un tournant par rapport aux Coptes avant l'ère Moubarak, c'est avec Sadat. Sous Nasser, plus ou moins, même à l'époque de 1923, la constitution était bonne, était citoyenne. Sous Nasser, quand même, lorsqu'il est entré en conflit avec les frères musulmans, comme il a montré le film, sous Nasser, il y avait moins de discrimination. Il y avait une
une petite promotion de Coptes. Avec Sadat, il est allé vers les Israéliens pour faire comme David, mais à l'intérieur de l'Égypte, il a islamisé la société. Et il a poussé vers cette islamisation, et les Coptes payent le prix de cette islamisation poussée à l'époque de Sadat. Et Moubarak, il a continué, il est entré en conflit avec le pape Shenouda III, et donc on voyait bien quand même les prémices. Avant la révolution du 25 janvier, les événements à la fin de l'année 2010, c'était contre les Coptes. Donc cette histoire de relation entre le pouvoir et les Coptes a été quelque chose qui présageait la révolution. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer une bonne cohabitation entre ces communautés-là, ou est-ce qu'effectivement on est dans une évolution qui ne se fera qu'au détriment des Coptes? Oui, ce qu'on voit dans les scènes de fraternisation et aussi dans les discours du film, c'est que on dit nous sommes tous égyptiens, coptes et musulmans, c'est la même chose, etc. Mais on se définit toujours comme coptes et musulmans. Donc depuis le 19e siècle, en fait, la société est quand même structurée autour de la confession. Il y a un droit personnel musulman, un droit personnel chrétien. Il y a ces inégalités dont on a parlé en matière d'échange des femmes, etc. Donc ça existe dans la société égyptienne depuis très longtemps. Il y a eu un congrès d'Asyut en 1911 où déjà les Coptes réclamaient plus de droits. Est-ce que le temps s'accélère et est-ce que l'islamisation de la société, un pouvoir alors, pris par les islamistes au moins pour partie, est-ce que ça ne va pas dans un sens où les Coptes seraient menacés? Un phénomène qui est antérieur même à la révolution et au pouvoir des islamistes, c'est en principe, on ne distingue pas un Égyptien, un Copte d'un musulman en Égypte. D'abord, ils parlent tous les deux arabe, physiquement, ils ne se distinguent pas. Il y a eu quelque chose de nouveau, c'est l'introduction. Voilà, ils sont souvent. Il n'y a pas des quartiers coptes, quartiers musulmans. Il peut y avoir, mais ils sont bon. Et la seule différence, vous dites? Non, mais il y a une différence qui est apparue récemment, qui est apparue dans les années, en effet, c'est sous Sadat que ça commence, et ça s'accentue au fil des décennies, c'est l'apparition du voile, de ce voile importé, de ce voile qui n'est pas, il y a un voile égyptien, mais ça c'est un voile importé des pays du Golfe, où vous avez des musulmanes qui maintenant sont en majorité voilées. Et donc vous distinguez dans la rue. Il faut se positionner comme musulman mais ou pas. Ça c'est une distinction physique qui n'existait pas il y a 30 ans. Je dirais qu'il y a une question de ce qui est visible. Et les musulmans fanatiques tiennent énormément à voiler, à mettre la barbe, etc. pour dire voilà l'islam avance, l'islam vient. Je pense que moi, dans mon enfance, moi j'avais un juif à côté de moi au banc de l'école, j'avais un musulman, tous mes amis sont musulmans. Aujourd'hui même, j'ai perdu les relations avec les anciens amis coptes. Donc dans les années 60-50, il n'y avait aucune différence. On ne parlait pas de religion. Et ça, comme disait M. Béranger, M. Khattar, c'est que c'est à partir de sa date que ça a commencé. La solution est simple. C'est la citoyenneté. C'est-à-dire tout le monde devant une loi civile qui ne soit pas la charia, l'application de la loi islamique. Mais la séparation entre religion et État. Et ça, Morsi l'avait promis. Il avait dit, je vais travailler pour tous les Égyptiens. Il n'a pas tenu sa promesse. Il a promis qu'il y aura un vice-président copte. Il ne l'a pas fait. Bon, juste un mot parce qu'on arrive. Oui. Vous y croyez, vous, à cette république qui ne soit pas islamiste, c'est ça? Moi, j'y crois. Je voulais revenir un peu en arrière pour dire que la société égyptienne était plus pluraliste jusqu'à l'époque de Nasser, où les juifs sont partis et où les non-coptes chez les chrétiens sont partis. Donc, maintenant, il y a des musulmans et des coptes, il n'y a plus rien d'autre. D'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce modèle. Je veux dire, une citoyenneté qui serait unique, mais ensuite, je ne suis pas du tout sûr que la société soit disposée à ça, et je ne suis pas sûr non plus que les coptes aient envie de renoncer à leurs droits personnels pour avoir, disons, un droit en matière de mariage, vous dites etc. Il faudrait que les Coptes évoluent aussi. Je pense que les Coptes, comme les musulmans, ont ce problème-là. Bon, oui. Vous y croyez à cette... Moi, écoutez, pour c'est un vœu pieux vu de Paris, mais qui n'a aucune réalité concrète en Égypte. Mais pour tout l'Orient et pour tout le monde arabe, s'il n'y a pas, comme c'était en Occident, cette séparation entre religion et politique, religion et État, tous ces mouvements n'auront pas de sens un jour. D'accord, mais ça sont les intellectuels en France qui peuvent le dire. Est-ce que oui, mais quand même, je crois que la nouvelle génération qui a fait les révolutions, les gens de 18 jusqu'à 35 ans, un jour,
ils veulent ça. Alors justement, mot de la fin avec vous, Robert Solé, est-ce que ce qu'on voit en Turquie aujourd'hui, ce qu'on voit partout comme ça, est-ce qu'il n'y a pas effectivement cette population-là jeune qui dit arrêtez avec la religion, on veut des républiques qui soient plus neutres, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Il n'y a pas que des jeunes, il n'y a pas que des jeunes, il y a des gens qui ont la nostalgie d'un État non religieux aussi. Donc moi je pense que le vrai clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui veulent un État religieux, où toutes les institutions sont nourries et déterminées par la religion, et ceux qui veulent un État civil, que ce soit dans les pays arabes ou dans des pays musulmans non arabes comme la Turquie. Et ça c'est envisageable. C'est-à-dire que Oui, l'islam est bien compatible sûr. avec ce genre d'organisation-là Mais ou il l'islam l'a été, il l'a été. Il faut peut-être une révolution culturelle dans l'islam et peut-être ces mouvements vont susciter une grande discussion au sein de l'islam, malgré la guerre des deux islams, comme disait mon ami Antoine Sfayer, entre l'islam chiite et l'islam sunnite. Mais un jour, on aura peut-être cette transformation. Donc vous êtes optimiste? Moi, je reste optimiste. Qu'on pourrait l'être. Je reste optimiste, oui. Ah bah, ça fait plaisir. Par les temps qui courent, c'est pas toujours fréquent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir un peu éclairé sur l'Égypte, les Coptes et à travers eux l'islam et l'évolution de tous ces pays qui ont connu leur révolution. Si on veut que cette révolution et ces printemps arabes ne se transforment pas en hiver islamiste, comme on le dit beaucoup en ce moment. Merci à tous. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé le débat. Je vous rappelle notre adresse internet si vous voulez communiquer avec nous et vous dis que la semaine prochaine vous retrouverez Dominique Souchier pour un film et un débat sur la justice en France.